Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le lundi 21 octobre 2024. Il est 19h45 à Grand-Laou. Au sommaire de cette édition, aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire, c'est le dernier né des partis politiques. Dans cette édition, nous vous livrons tous les contours sur l'ADC et ses ambitions politiques à l'aube de 2025. La Fédération ivoirienne de taekwondo s'enfonce un peu plus dans la crise. Jean-Marc Yassé, figure clé de cette discipline, brise le silence après plusieurs mois de tensions internes et de polémiques. Il appelle au dialogue et à l'apaisement. Et enfin, on vous fera voyager au cœur de la culture des peuples Nzima avec l'Abissa, cette fête culturelle et spirituelle qui s'articule autour du partage, de l'unité et de la cohésion sociale. C'est un mouvement politique avec lequel il faudra désormais compter. ADC entendait aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, créée il y a 3 mois maintenant, entend marquer la rupture avec les actions des partis politiques déjà existants. Ce nouveau mouvement va dévoiler son projet de société au cours d'une assemblée générale le 23 novembre prochain. Mais avant, nous allons parler ce soir des réelles motivations de sa création. C'est avec Andrea Sémian, Mohamed Sen et Henri Dianyamé. Ce mouvement se veut inclusif et rassemble tous les Ivoiriens, indépendamment de leurs affiliations politiques, ethniques ou sociales. Son objectif est de bâtir une société de confiance. Le mouvement Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire, ou ADCI, se distingue par son approche politique novatrice, rompant avec les pratiques des partis traditionnels ivoiriens. Le dernier né des partis politiques, qui a vu le jour au mois de juin dernier, est dirigé par le député maire Antoine Assalé Tiemoko. L'ADCI aspire à jouer un rôle clé dans l'avenir du pays en promouvant de nouvelles valeurs. La société de valeurs que nous voulons construire, c'est une société qui rompt un peu avec ce qu'on a vécu depuis 30 ans. Parce que le passage au multipartisme a été tellement mal préparé que des gens fabriqués par le régime d'hier se sont subitement découverts une vocation d'opposants et ont créé à tour de bras des partis politiques dont l'essence était de promouvoir les ethnies, la région. La preuve, sur 250 partis qui existent, il n'y a que 4 qui fonctionnent. Les autres sont où? Question. Et donc, notre société que nous voulons construire, la société de confiance, est une société dans laquelle le citoyen, depuis l'école primaire, sait que la seule voie qui lui est reconnue par la République pour avoir une place au soleil, c'est la valeur travail. La seule voie qui lui est reconnue pour avoir une place au soleil, c'est la valeur honnêteté. La seule voie qui lui est reconnue pour avoir une place au soleil, c'est que sa qualité de citoyen soit développée et qu'il joue un rôle à tous les niveaux où il se trouve pour son pays. C'est ça que nous voulons construire. Dans un contexte politico-social où de nombreux Ivoiriens expriment leur déception envers les principaux acteurs politiques du pays, l'ADCI aspire à insuffler un renouveau dans le système de gouvernance de la Côte d'Ivoire. Ce mouvement politique revendique actuellement plus de 3000 membres. À 1 an des élections présidentielles, la question se pose. L'ADCI présentera-t-il un candidat? Nous sommes convaincus que la société que nous voulons construire, en dehors de l'exécutif qui pourrait être le catalyseur de cette société-là, le Parlement doit jouer un rôle important. Moi, en tant que député indépendant au Parlement, je vois comment le Parlement fonctionne, je vois comment le Parlement peut jouer un rôle important dans la prise en compte des aspirations des populations. Et nous voulons nous battre pour que des Ivoiriens qui portent des valeurs, qui aiment leur pays, qui sont patriotes au sens noble du terme, s'engagent au nom de l'ADCI et qu'en 2026, nous ayons 10, 15, 20, 30 députés ADCI au Parlement. Ça va changer complètement la donne. Ça, c'est le projet immédiat. Après, entre les deux projets, il y a la présidentielle. Et donc là-dessus, on va apprécier l'évolution de l'environnement politique. Et il n'est pas exclu que l'ADCI joue un rôle à la présidentielle, mais pour le moment, ce n'est pas le premier message que nous voulons passer aux Ivoiriens. Guidé par des valeurs telles que l'intégrité, le travail, la participation citoyenne et la méritocratie, l'ADCI s'engage à lutter contre la corruption et à instaurer une dynamique nouvelle où chaque citoyen peut réaliser pleinement son potentiel au service de la nation. La question de la sécurité demeure au cœur des préoccupations dans de nombreux contextes. Au sein de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, ce lundi matin, 26 journalistes issus des médias nationaux et internationaux sont en formation au sein de l'institution. L'objectif est de former les participants aux pratiques et méthodes de propagande et de manipulation utilisées par les groupes violents afin d'informer efficacement les populations. Cette formation se déroule dans
dans un contexte où le phénomène terroriste s'est intensifié et internationalisé. Pendant 2 jours, dans un cadre d'échange et de partage d'expériences, des journalistes des médias télévisuels, radiophoniques, écrits et en ligne bénéficieront de l'expertise d'internationaux pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre le terrorisme. Cette formation intervient dans un contexte important où la noblesse du métier du journalisme se dénude au fil de l'émergence des fake news et l'influence des réseaux sociaux. À cela s'ajoutent les tactiques et la propagande des mouvements djihadistes pour embrigader les esprits. Chers participants au séminaire, je vous exhorte à être attentifs aux différents enseignements qui vont être, durant ces 2 jours, dispensés par des éminents experts. Nous avons besoin aujourd'hui de journalistes responsables. Il y a une constante, c'est le pays, c'est la préservation du territoire national. Et ça, aucun journaliste ivoirien ne devrait donc se mettre en marge de ce combat-là. C'est pourquoi il était important de montrer ce que le pays a pris comme initiative dans le cadre donc de cette menace terroriste, mais qui certes bénéficie à la Côte d'Ivoire, mais à tous les pays du continent. En culture, chaque année, le peuple Nzima célèbre l'Abissa, une fête qui trouve ses racines dans des pratiques ancestrales. Cet événement, qui dure plusieurs jours, incarne l'identité culturelle des Nzima et est une occasion de rassembler les communautés autour de leurs valeurs et croyances. Les Nzima Adouvlet de Ngema, dans le département de Tiapoum, ont récemment célébré cette danse ancestrale. Quelles sont les origines de l'Abissa? Le reportage de Sandrine Kouadio et Ahmed Badini. Bienvenue à Nguémé, un village situé à quelques kilomètres de la ville de Tiapoum. Nguémé, le tout premier village du peuple Nzima de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez tous, du mois d'octobre au mois de novembre, le peuple Nzima célèbre la traditionnelle danse dénommée Abissa. Abissa à Nguémé, nous allons le découvrir en compagnie du premier porte-parole du chef de la région. Ce vendredi-là, la place publique était remplie de monde, tant qu'autochtones que d'allogènes, tous réunis pour célébrer l'Abissa. Le chef vêtu de sa tenue traditionnelle était entouré de notables qui assistaient à cette cérémonie festive. Les villageois, habillés de costumes traditionnels aux couleurs vives, se regroupaient autour du tam-tam sacré. Au rythme de ces battements, ils chantaient et dansaient selon les traditions, créant ainsi une ambiance festive et joyeuse. Le thème Abissa provient du Kobiza qui signifie « va demander » en Nzima. Cette célébration est l'occasion pour les Nzima de se rassembler dans leur village, favorisant la réconciliation et le pardon au sein de cette famille Nzima. À Nguémé, on évoque l'Abissa originelle. L'Abissa originelle parce que nos parents sont venus avec l'Abissa du Ghana. Et nous sommes le premier village qui a commencé cette danse-là dans le département de Tiapoum. L'Abissa originelle inclut le défilé des 7 familles Nzima. Ce qui rend cette fête unique dans ce village, c'est la participation de la 7e famille, un aspect que l'on ne retrouve dans aucune autre célébration d'Abissa en Côte d'Ivoire. Nous faisons la transaction entre le Ghana, disons la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus en pirogue. Nous étions habillés en tout blanc. Ça veut dire que nous faisons les choses comme nos parents ont commencé. Nous sommes descendus de la pirogue. Nous avons chanté les chansons guerrières que nos parents chantaient avant. Nous faisons ça. Dans toute la Côte d'Ivoire où nous faisons l'Abissa, nous sommes les seuls à faire ça. La critique sociale constitue l'une des étapes les plus importantes de l'Abissa. C'est un moment dédié à l'évaluation où même le chef n'échappe pas aux critiques. Dans cette région, seul ce groupe est autorisé à exprimer des critiques sociales. Vous savez que chaque année, dans un village, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui font des belles choses, il y a des gens qui font des mauvaises choses. Donc nous critiquons ça. De fin octobre à début novembre, le peuple Nzima de Côte d'Ivoire célèbre cette danse ancestrale. La célébration de l'Abissa originelle à Nguémé est une véritable ode à la culture ivoirienne. Les participants repartent avec des souvenirs inoubliables
et la promesse de revenir l'année suivante pour renouveler cette expérience unique. Et à présent, que se passe-t-il à la Fédération ivoirienne de taekwondo? Le samedi 19 octobre dernier, près de 175 associations de taekwondo se sont réunies à Abidjan pour destituer Jean-Marc Yassé, le président actuel de la Fédération, à qui il est reproché beaucoup de griefs. Jean-Marc Yassé s'est exprimé sur cette affaire et a dénoncé ce matin devant la presse la tenue de cette assemblée générale. Les précisions avec Tchénina Lebonsoro et Félicien Biaou. Un combat de factions à la Fédération ivoirienne de taekwondo. 175 des 492 associations de la Fédération se sont réunies samedi 19 octobre dernier en assemblée générale pour mettre fin au mandat de Jean-Marc Yassé qui fait l'objet de nombreuses critiques. À l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, Ali Diomandé a été élu à la présidence de la Fédération par ses 175 associations. En réaction à l'annonce de sa destitution et aux accusations formulées par ses opposants, le camp de Jean-Marc Yassé a pris la parole ce lundi matin au siège de la Fédération pour clarifier la situation. Selon Alain Zounon, vice-président de la Fédération, la tenue de l'Assemblée générale du samedi n'est pas conforme au règlement car l'alinéa 3 du statut stipule que l'Assemblée doit être convoquée 21 jours avant la date fixée et les points à discuter doivent être envoyés à tous les membres en même temps que la convocation. Le bureau qui était là en 2016 a organisé une assemblée générale extraordinaire. Quand on fait une demande, quand on veut faire une assemblée générale extraordinaire, on adresse une requête, la demande motivée, là, elle est adressée au président de la fédération. Parce que c'est le président de la fédération qui préside et les assemblées générales et les assemblées générales extraordinaires. Jean-Marc Yassé, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo depuis octobre 2022, pour un mandat de 4 ans, a réussi selon lui à élever le niveau du taekwondo en Côte d'Ivoire et à l'international. Malgré un bilan à mi-mandat jugé positif, il est surpris par la fronde qui s'élève contre lui. On a eu la première fois la chance d'avoir le seul ceinture noire 9e dan, le grand maître Koulibaly Siaka. Sous notre mandat, parce que vous voulez pas, c'est sous mon mandat, le Kukiwan a été installé en Côte d'Ivoire. Les tournées ont été faites pour annoncer, pour montrer aux gens comment le Kukiwan fonctionne. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de rester en Côte d'Ivoire et de pouvoir faire passer les tests à tous les taekwondoïnes jusqu'à la 7e dan. Parce que nous avons un 9e dan au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas fait avant. Le camp adverse l'accuse de mauvaise gestion, d'absence de championnat national et d'autres dysfonctionnements. Ils ont exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme un manque de transparence dans la gestion des affaires de la fédération. Face à cette révolte, le premier pratiquant de taekwondo en Côte d'Ivoire exhorte ses concurrents à respecter les statuts de la Fédération ivoirienne de taekwondo. On a des rôles. Nous, on est là, c'est pour faire la promotion du taekwondo. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas moi, Jean-Marc Yassé, qui a inventé. Vous avez dit que ce n'est pas moi qui ai inventé. Je suis un pratiquant, oui, mais je n'ai pas inventé. Les règles sont là, les textes sont là. Mais pourquoi voulez-vous substituer à ça? Pour mémoire, Gaston Wassena Koné a fondé la Fédération ivoirienne de taekwondo en 1973. Depuis sa création, l'association a connu 7 présidents jusqu'à l'élection de Jean-Marc Yassé en 2022 pour un mandat de 4 ans. Actuellement, la crise qui secoue la fédération soulève des questions sur la possibilité d'un bicéphalisme à sa tête. Là, c'est l'actualité internationale. Dans l'actualité internationale au Mali, les inondations continuent de provoquer des pertes humaines tragiques avec un bilan de 76 morts et près de 260 000 personnes sinistrées. Les opérations de secours sont en cours, mais de nouvelles intempéries sont redoutées. Du côté du Niger, une récente décision douanière suscite des inquiétudes parmi les transporteurs béninois. En France, des tensions ont éclaté suite à la mort d'un jeune homme en rétention administrative. Enfin, au Proche-Orient, la violence à Gaza s'intensifie, entraînant une mobilisation internationale en faveur d'un cessez-le-feu. On développe tous ces titres avec Félicien Biaou. Au Mali, le bilan des inondations continue de s'alourdir tragiquement, atteignant désormais 84 morts, 153 blessés et près de 350 000 personnes sinistrées, selon le dernier communiqué du Comité interministériel de gestion des crises. En réponse à cette catastrophe, les opérations de secours et d'assistance se poursuivent avec un renforcement des équipes de la protection civile et des travaux d'urgence sur les routes endommagées.
Les régions de Bamako, Ségou et Gao sont parmi les plus touchées. Parallèlement, la communauté internationale, y compris l'ONU et l'Union européenne, a déjà annoncé des aides pour soutenir les sinistrés. Cependant, les prévisions météorologiques restent préoccupantes avec des risques d'inondations persistants. Dans un autre registre, au Niger, une nouvelle mesure douanière vise spécifiquement les transporteurs béninois, suscitant de vives inquiétudes parmi les acteurs du secteur. Selon El Hadj Rabiou Garba, président du syndicat Centra Inabé, les autorités nigériennes exigent désormais un dédouanement systématique pour les camions immatriculés au Bénin à leur entrée sur le territoire. Cette mesure, considérée comme discriminatoire, s'applique uniquement aux véhicules béninois et non aux marchandises. C'est dans ce contexte, le syndicat des transporteurs appelle les autorités béninoises à intervenir rapidement pour lever cette barrière et protéger les intérêts des transporteurs. Des négociations sont actuellement en cours entre les deux pays pour tenter de résoudre cette situation. En Europe, en France, un homme de 27 ans a tragiquement perdu la vie dans la nuit du 17 au 18 octobre au centre de détention administrative CRA de Mesny-Amelot, situé au nord de Paris. Les circonstances précises de son décès restent floues, mais cet incident a provoqué une révolte parmi les autres détenus. Selon des témoins, plusieurs appels à l'aide auraient été ignorés et les détenus ont tenté d'apporter les premiers soins. Ce décès survient dans un contexte déjà tendu marqué par une précédente tentative de suicide d'un autre homme. La mort de ce jeune homme a incité les retenus à manifester, ce qui a conduit les autorités à demander des renforts policiers. Ces tensions se produisent alors que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, envisage d'allonger la durée légale de détention de 90 à 210 jours, une mesure qui suscite de vives contestations. Sur le front du conflit israélo-palestinien, les forces israéliennes intensifient leurs opérations dans la bande de Gaza, entraînant la destruction d'habitations et le siège d'écoles et de refuges pour déplacés. Dans ce contexte tragique, au moins 80 Palestiniens, y compris des femmes et des enfants, ont été tués à Beth Laïa, faisant de cette opération l'une des plus meurtrières depuis le début des hostilités. Parallèlement, Israël a mené des frappes dans la banlieue sud de Beyrouth, ciblant la société Alka Al-San, accusée de soutenir le Hezbollah, ainsi que des zones proches de l'aéroport. En réponse à cette escalade, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken effectue une visite au Proche-Orient pour discuter d'un potentiel cessez-le-feu à Gaza, où les violences ont déjà causé la mort de plus de 42 000 Palestiniens. La situation demeure volatile, caractérisée par une augmentation de victimes civiles et des milliers de déplacés. Enfin, en Asie, l'Assemblée nationale du Vietnam entame ce lundi 21 octobre le processus de sélection du prochain chef d'État à la suite de récents bouleversements politiques. Lors d'une conférence de presse le 20 octobre, Nguyen Thanh Hai, président du comité des affaires des députés, a annoncé que le comité central du Parti communiste proposera des candidats pour le poste de président. Cette décision intervient alors que Tolham, l'actuel président et secrétaire général du parti, détient un pouvoir considérable au sein de l'organisation. Dans ce climat, certains membres craignent que sa position puisse affaiblir la direction collective, rendant ainsi la sélection particulièrement attendue. C'est ici que s'achève cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas le 12h45 de demain. Quant à moi, je vous retrouve à 19h45. Passez une excellente soirée en compagnie de l'équipe du Talk. Bonsoir.